Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, le 5 juillet 2025, je vous parle des films de la veille, le 4 juillet, mais auparavant, je souhaitais dire en préambule que ma précédente vidéo a subi quelques dommages sur le plan du son suite à un climat venteux, très venteux ce jour-là. Et mon précédent téléphone qui a servi pendant de nombreuses années, il a rendu de bons et loyaux services pendant au moins 7 ou 8 ans, était moins sensible et comme j'ai été contraint de le changer malgré qu'il fonctionnait toujours très bien, suite au fait qu'on ne peut pas updater, mettre à jour certaines applications au bout d'un certain nombre d'années. Donc j'ai acquis un iPhone, je ne sais plus combien, 15. Et celui-ci semble beaucoup plus sensible au bruit ambiant. Alors peut-être que pour la qualité, parfois c'est mieux. Et comme pour toute chose, parfois c'est moins bien. Du coup, aujourd'hui, je suis dans un endroit calme et tranquille pour pouvoir faire cette petite vidéo, donc la deuxième vidéo ou la vraie première, puisque je vais parler des films que j'ai vus vendredi 4 juillet, donc hier. Et nous avons un très gros morceau d'entrée de jeu, un film de rétrospective qui s'intègre dans une des sections dont je vous parlais avant-hier, c'est-à-dire ce fameux concept de care, prendre soin, avec un film de Gore Verbinski qui s'appelle A Cure of Wellness ou A Cure for Wellness ou A Cure for Life, tout dépend de quelle zone géographique du monde vous vous situez. Donc ici, ils ont gardé le titre canadien, A Cure for Wellness, de Gore Verbinski, un film qui est sorti vers 2017. Et c'est d'entrée de jeu un gros morceau. Donc Gore Verbinski, il est connu pour des films, disons, commerciaux, comme Les Pirates, la série des Pirates des Caraïbes, ou bien il est connu aussi pour The Ring, le Cercle. Le remake américain du film japonais The Ring, qui parle d'une petite fille fantôme qui sort d'un puits par l'entremise d'une cassette vidéo. Mais enfin, c'était assez bien réussi. Sa version à lui est très bonne. En tout cas pour le premier film. Le second, c'est déjà très 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 bancal. Je ne me souviens pas si c'est lui qui l'a réalisé. Quoi qu'il en soit, Gore Verbinski nous a fait une histoire d'une boîte américaine axée sur la finance et un de ses patrons meurt d'une crise cardiaque. Donc il y a un de ces jeunes cadres qui s'appelle Lockhart est mandaté pour aller chercher un autre dirigeant qui lui est dans une cure absolument, dans un lieu absolument paradisiaque dans la Suisse profonde, dans les Grisons. Donc on a des images superbes avec une résidence type grand manoir entouré de montagnes et de jardins. Enfin c'est très beau. Et notre jeune cadre Lockhart va tomber dans un traquenard évidemment, puisqu'au départ sa mission est simple, c'est simplement demander à un des dirigeants de sa grosse boîte qui est en cure là-dedans de dire bon bah écoutez on a besoin de vous, vous revenez, je vous ramène à New York et puis voilà. Bien évidemment ça ne va pas du tout se passer comme ça puisque dans ce lieu mythique, Lockhart va découvrir des gens qui sont en cure, des gens qui ont l'air un peu hors du temps, qui ont l'air là depuis très longtemps, et très vite dans les dialogues on comprend que c'est un endroit fermé et qu'ils sont prisonniers, zombifiés. Donc on a là une métaphore déjà de ce dont je vous parlais hier, avant-hier, sur le Covid.
Je vais y revenir. Donc notre jeune homme va enquêter sur ces pensionnaires et sur le maître des lieux qui s'appelle Volmer, et également sur une jeune fille qui est présente dans les lieux, un peu mystérieuse et diaphane et jolie, qui s'appelle Anna. Et très vite, il va découvrir une légende d'abord, basée sur un baron qui occupait les lieux et qui voulait, disons, se reproduire avec sa sœur, donc de la consanguinité. Sa sœur était infertile, donc il a utilisé les paysans du coin pour faire des expériences, un peu à la Frankenstein. Les paysans se sont révoltés, ils ont mis le feu au château. Le baron a été brûlé, mais pas mort. La sœur, elle, a été brûlée vive, elle était enceinte. Le bébé a pu sortir, jeté dans une rivière. Et en fait, ça, c'est la légende que Lockhart va découvrir, tout en enquêtant sur les procédés très douteux de Volmer, le directeur actuel. Et il va découvrir que ce Volmer est en fait le baron d'époque. Et la jeune fille Anna est en fait le fameux bébé qui a survécu. Donc en fait, il a créé un espèce d'élixir de jouvence par l'entremise de sangsues, avec un procédé extrêmement alambiqué. Donc Lockhart va découvrir ça sur un film qui est très long, très progressif, limite ennuyeux parfois à cause de cette extrême lenteur. En plus, il y a des va-et-vient. Donc Lockhart va se rebeller, va essayer de faire prendre conscience aux pensionnaires qui sont utilisés comme des cobayes et zombifiés. Et bien évidemment, c'est la solitude de la personne qui comprend. C'est là où je renvoie à l'histoire du Covid. Comme je vous le disais, pour moi, c'est une immense arnaque de Big Pharma. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des gens décédés par une grippe, on va dire, méchante, mais ça ne justifiait pas d'injecter la terre entière, y compris des enfants, des femmes enceintes. Enfin bref, c'est mon avis, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Tout est sur Internet, hein, y compris des gens scientifiques extrêmement, pas des gens farfelus qui délirent et qui racontent leur monde intérieur pour se faire mousser. Mais on a maintenant un recul qui permet de vous dire ce que je viens de vous dire de manière très sereine. Donc des scientifiques, des gens, des professions médicales, il y a énormément de livres qui ont été écrits. Voilà, bref. Donc Lockhart, le jeune homme, va se faire très fortement malmener par Volmer, qui est donc le baron qui a trouvé une espèce d'élixir de jouvence, et ça passe par les pensionnaires qui sont drainés avec des sangsues, des sangsues qui sont en même temps cannibales. Si on jette un corps dans l'eau où elles sont là, elles vont dévorer le corps. La jeune fille Anna, dont Volmer prend grand soin, va découvrir, elle croit que son père va venir la délivrer un jour. Donc là aussi, dès le début du film, on se dit que c'est très louche cette histoire, parce que c'est évident que Volmer la baratine depuis toujours. En fait, c'est sa fille, et en plus, il veut... donc à un moment donné, elle commence à avoir ses règles, donc elle devient une femme, entre guillemets, même si elle est encore assez jeune. Je vous renvoie à la jeunesse, c'est le deuxième aspect de ce film. Donc il y a l'aspect découverte, solitude par rapport à une grosse escroquerie, arnaque, magouille, machination, vous appelez ça comme vous le souhaitez. Il y a cet aspect-là. La solitude du jeune homme qui découvre son oppression parce qu'il subit des épreuves très intenses. Donc à un moment donné même, il a une dent comme dans Marathon Man avec Dustin Hoffman.
Donc une scène, pour ceux qui adorent les dentistes, ils seront ravis de se replonger avec la vrille. Donc en réalité, c'est une douleur qui est absolument insupportable. Personne ne peut même peut-être survivre à une douleur pareille. Bon, ça c'est pour... J'ajoute ça au passage. Donc le fameux Lockhart va être bien sûr opprimé, combattu, on lui lave quasiment le cerveau à un moment donné. Donc Volmer et son équipe, il le zombifie, ce qui fait qu'il est là pendant une séquence du film, il fait tous les rites qui sont proposés aux pensionnaires, aux curistes. Il y a cet aspect, les moutons sont heureux dans leur système. D'ailleurs, ce film Cure for Wellness, on va retrouver un écho dans un autre film dont je vais vous parler, c'est Dalloway, avec sur le fond un monde orwellien. Alors, George Orwell, 1984, tout le monde connaît cette référence, mais moi je préfère Patrick McGowan avec Le Prisonnier. Donc en fait, on est dans ce film, A Cure for Wellness, dans une métaphore avec le village. Je vous renvoie à cette majeure et plus qu'essentielle et profonde série de Patrick McGowan. Il y a eu 17 épisodes, Le Prisonnier. Donc on est dans cette métaphore-là, avec une personne qui lutte face à un système, avec bien sûr des dimensions, tout ce qui est fait en groupe n'est pas forcément malsain, bien entendu. Il nous faut des règles de société, de vivre ensemble, cela va de soi. On ne peut pas juste être anarchiste et dire tout le monde a tort et il n'y a que moi qui ai raison, ce qui n'est pas mon cas, bien évidemment, même, bon. Donc on a cette métaphore, on a cette thématique-là, et on a la thématique de la jeunesse, puisque le film est quand même bien centré sur ce personnage, Anna, la jeune fille, un peu enfant, et ensuite elle commence à devenir un peu jeune femme, Volmer qui la baratine, et qui en fait, on découvre donc que c'est son père. Donc là, il y a de nouveau une dimension incestueuse, puisqu'on a le même baron, c'est Volmer, on découvre à la fin que c'est lui. Il veut épouser sa sœur à l'époque 200 ans avant où il y a cette histoire de château brûlé. Et là, il veut épouser sa fille, faire l'amour avec. Et il y a une scène assez très éloquente où il attache donc sa fille, Anna. Il y a une espèce de cérémonie, on se croirait dans le Guépard avec des gens en costume blanc qui dansent comme une valse. Il y a vraiment cette idée que tout le monde doit être bien dans le même mouvement, hein. Ça renforce, ça alourdit même le film. Et donc il attache ça à Anna, et, qui n'est évidemment pas consentante. Puis il lui passe le doigt, la main dans l'entrejambe, et il sent l'odeur comme ça, comme s'il sentait, il humait un parfum divin. En tout cas, c'est ce qui est montré dans le film. Et le personnage, donc Volmer, dit « J'ai attendu ça pendant tant d'années ». Donc, je vous renvoie à ma vidéo sur Christiane et sur la jeunesse et les folies que la jeunesse et les désirs que la jeunesse inspire. Là, on retombe à nouveau aussi là-dessus. C'est très récurrent hein, dans les œuvres de fiction, dans les films. Je vous renvoie à ma vidéo où j'explique les raisons. Et donc, voilà, on a cette histoire. Alors, Lockhart, il y a une petite idylle qui va naître entre la jeune fille Anna et Lockhart. Le baron, bien sûr, va mettre le holà. Il la veut pour lui. Bref, tout cela va finir en affrontement. La jeune fille va réussir à se détacher grâce à Lockhart. Elle va tuer son père. Et la morale va être plus ou moins sauvegardée. Donc, Lockhart va s'enfuir avec la jeune fille. Et puis voilà. Mais donc, une trame, certes intéressante, mais un film beaucoup trop long. Donc, j'ai mis 3 sur 6, médiocre. Donc je rappelle que mon échelle que j'utilise pour noter les films que je vois est la même que j'ai vécue quand j'étais enfant et adolescent. À l'école suisse helvétique, il y a une échelle de 0 à 6. Donc 0 c'est nul,
1, c'est mauvais, 2, insuffisant, 3, médiocre, 4, assez bien, 5, bien et 6, très bien. C'est très protocolaire, hein? Donc j'ai mis 3 médiocres à ce film parce que bon, il y a des éléments intéressants, mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Donc c'est limite crispant et ennuyeux, malgré quelques bonnes idées. Donc voilà pour ce film A Cure for Wellness de Gore Verbinski. Ensuite, donc j'en ai noirci toute une page, hein, mais là je vous ai fait quand même un résumé finalement. Donc je suis assez content de moi parce que ça partait dans tous les sens. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Un film qui s'appelle Obex dans la compétition internationale d'Albert Birney, un réalisateur américain. Donc un film 2025. L'histoire de ce qu'on appelle un geek, quelqu'un qui est passionné, et là en l'occurrence par des jeux vidéo. Donc d'entrée de jeu, je me suis dit que ce film allait être d'un ennui mortel, et c'est ce qui est arrivé. Je suis parti au bout de 15 minutes. Donc il n'y a pas grand-chose à en raconter. Bon, c'est un film en noir et blanc. C'est un film sur un homme qui vit en autarcie, comme un otaku. Au Japon, on dirait un otaku. Et son chien disparaît dans un monde virtuel de ces jeux électroniques, et il va essayer de le rechercher. Donc voilà, je suis parti au bout de 15 minutes. En plus, il communique avec une amie qui lui rend quelques services, mais cette amie, on ne la voit jamais. Elle est parfois derrière la porte de sa maison et il n'ouvre jamais la porte. Donc je me suis dit, c'est très triste en réalité. Quel est l'intérêt de montrer un film pareil? Zéro. Voilà. Donc Obex d'Albert Birney, que je ne vous recommande pas du tout. 0 sur 6. Je suis parti au bout de 15 minutes. Ce qui m'a permis d'aller à la plage, donc j'étais très gagnant. Ensuite, nous avions Noise, un film sud-coréen du réalisateur Kim So-jin. Un film qui parle de bruit de voisinage. Le film est axé, donc le nom Noise, bruit. Et vous savez que dans les immeubles, les voisins, ça peut être une question qui peut vite grimper dans des échelles extrêmement dures et passionnelles. Il y a même des gens qui vont jusqu'au meurtre. C'est vous dire que la sphère qui est incarnée par votre lieu, le lieu où vous vivez, votre appartement, votre maison, c'est considéré comme un lieu intime. Et s'il y a un élément extérieur comme le bruit des voisins qui intervient, eh bien c'est considéré comme un envahissement de territoire. C'est pour ça qu'il y a des guerres aussi, quand vous avez deux pays avec les frontières qui sont vaseuses et floues, eh bien c'est dans ces pays-là qu'il y a les conflits les plus extrêmes, et ça peut aller jusqu'à des choses abominables. Je ne vous fais pas un dessin, donc ici à Neuchâtel, les enfants ont leurs deux bras, leurs deux jambes. Heureusement pour eux, ils n'ont pas la tête fendue en deux qui fait comme ça, voyez, avec quelqu'un qui essaye de recoller les morceaux. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, c'est une histoire Noise intéressante au départ, avec deux sœurs. Donc, il y a une sœur qui s'appelle Ju Young, qui enquête sur la disparition de sa jeune sœur qui vivait dans un de ses appartements. Alors vous avez ces immenses tours sud-coréennes avec des centaines d'appartements, et on a vraiment l'impression d'un immense clapier, quoi, avec des gens qui sont chacun dans sa case, et en plus l'immeuble a l'air pourri avec des cloisons. Dès que le voisin pète, vous l'entendez. Donc c'est un peu ça. Alors il y a une histoire intéressante avec une voisine qui a l'air toute menue comme ça, qui vit, qui est toute gentille, mais qui est en fait une tueuse parce que en réalité, comme les voisins se plaignaient du fait que sa petite fille, elle vivait avec sa petite fille, faisait du bruit, elle l'a
autorisée à jouer dehors, un camion l'a écrasée, et donc elle se venge en tuant un peu tous les voisins qui font du bruit, et ça c'est drôle. D'ailleurs, en même temps, c'est une excellente idée, ça aurait pu faire un excellent giallo. Donc la demoiselle Ju Young enquête là-dessus et elle va découvrir ce poteau rose. Malheureusement, le film aurait pu être excellent, mais malheureusement, le réalisateur a voulu en faire trop. Donc monsieur Kim Soo-jin, s'il m'écoute, et qu'il peut traduire ce que je dis en sud-coréen, je lui dis, vous avez fait un film très bien, vraiment chouette, tout est bien, les décors c'est bien mis en valeur, mais vous avez voulu trop en faire en ajoutant dans les sombres cavités innombrables et labyrinthiques de l'immeuble avec des histoires de fantômes vengeurs. Donc ça fait un peu trop. Moi je pense qu'il fallait garder l'histoire de la petite voisine toute gentille qui est en fait une tueuse redoutable, un peu comme Deep Red Dario Argento, Profondo Rosso, les frissons de l'angoisse, et ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Donc là aussi, un film médiocre, 3 sur 6. J'ai noté sévère hier, mais juste. Ensuite, nous avions Dalloway, le film d'ouverture, avec Cécile de France, qui est venue en guest, une très bonne actrice belge, qui a gardé son beau physique, malgré les années, si j'ose dire, ce qui n'est pas forcément mon cas. Enfin bon, bref. Donc Dalloway, c'est la même chose, sur le fond, que A Cure of Wellness, sauf qu'on est dans un monde très moderne, à la Minority Report de Steven Spielberg, avec une jeune femme romancière, donc Cécile de France, qui vit dans une espèce d'institut qui est dédié à la culture, à la peinture, à la littérature, notamment à aider des jeunes créateurs, des jeunes artistes, ou plus ou moins jeunes artistes, ou des artistes à exercer leur talent, à le développer. Et Dalloway, c'est le nom d'une intelligence artificielle qui s'occupe de toute la domotique de l'appartement de la romancière Cécile de France dans ce film. Et donc c'est un film de Yann Goslan, un réalisateur français. Et bien sûr, très vite, on tombe de nouveau dans le village de Patrick McGowan, le prisonnier. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez un monde d'hyper-contrôle avec, quand les rares fois où donc Cécile de France sort de cet institut, tout est hyper fliqué avec des codes barres partout, faut mettre le masque, ça vous rappelle quelque chose, le Covid, une fois de plus, code barre, masque, là il y a des drones avec reconnaissance faciale, tout est super fliqué, surveillé, dans l'appart, elle se rend compte qu'il y a des caméras partout. Et puis cette intelligence artificielle s'immisce dans son esprit, commence à créer, la pousser à créer pour elle. Alors au début, elle se laisse faire, puis elle se rebelle de plus en plus. Elle va découvrir qu'il y a un réseau de résistance incarné par un autre résident, qui bien sûr va être très vite neutralisé. Bref, on est dans un monde totalement orwellien et d'hyper-flicage. À la fois à l'intérieur de l'Institut et même à l'extérieur. Donc quand elle se déplace, Cécile de France, elle prend le métro à un moment donné, et là il y a des flics partout, il y a des espèces de petits robots en forme de chiens, on prend la température, enfin bref, ce n'est pas forcément le monde vers lequel nous allons, mais la technologie pourrait permettre dans peu d'années, ou plus ou moins, ça c'est difficile à mesurer, ça peut être dans 2 ans, dans 200 ans, bon, peu importe, mais on pourrait très bien tomber, le Covid nous l'a démontré, dans un monde d'hyper-flicage où on serait tous esclaves. Donc on revient à Cure of Wellness avec la zombification et les gens sont heureux d'être zombifiés, ils sont là, ils font les rituels avec des ballons comme ça,
pour faire des mouvements dans l'eau. Enfin, ça, je vous renvoie au film. Et là, dans Dalloway, eh bien, c'est la version plus intime avec donc cette romancière qui a perdu son adolescent, qui s'est suicidé. Là, il y a une intrigue vraiment intéressante. Par contre, le film est très très alourdi avec la question climatique. Donc, on est à Paris, il fait 50 degrés. Et puis, et aussi, ce qui est très lourd dans ce film, c'est aussi justement, il y a un virus très mortel qui s'appelle pas Covid dans le film, mais autrement. Mais bon, bref. Donc là, je trouve que le réalisateur a voulu en faire trop, là aussi. Et du coup, ça nous donne un film qui a une trame très intéressante, d'ailleurs qui va mal se finir, puisque la romancière va finir par se suicider, parce d'abord, elle accepte complètement ce monde orwellien, ensuite elle se rebelle, et ensuite violemment, on la ramène à toute force dans le rang. Donc elle finit le bouquin et tout, l'institut est content, mais elle se suicide en disant « Moi, ce monde-là, je n'en veux pas, c'est de la merde. » Pardon pour l'expression. Donc voilà. Donc il y a une trame intéressante, mais alors c'est alourdi par la thématique climat et la thématique virus. À mon sens, il n'y avait pas besoin de ces artifices-là pour démontrer que le film, qu'on peut tout à fait sombrer par la technologie. D'ailleurs, ce sont des thématiques récurrentes. Si vous suivez un peu ces débats sur l'intelligence artificielle, il y a Megan 2.0 que j'ai vu récemment qui parle de ça aussi, qui est pas mal. Je préfère le premier, entre parenthèses. Et donc, là aussi, j'ai mis 3 sur 6 sur ce Dalloway. Intéressant, mais trop lourd. Trop lourdingue. Ensuite, nous avions... donc, après Dalloway, il restait... qu'est-ce qui restait? Un dernier film, un ultra-movie, qui s'appelle Clown in a Cornfield, d'Eli Craig, un réalisateur américain. Donc, ça parle d'une petite ville d'autochtones, très typique américain, avec des valeurs traditionnelles. Et ça s'appelle Kettle Springs, et puis ça raconte l'histoire d'adolescents. Il y a une adolescente qui vient avec son père, qui est médecin, donc elle atterrit là, elle doit se faire des amis. Bon, ça marche assez bien à ce niveau-là. Et il y a une légende avec des clowns tueurs, donc ça fait penser un peu à Killer Clowns from Outer Space, sauf que là, les clowns ne viennent pas de l'espace, mais ce sont les autochtones du coin qui se griment, certains d'entre eux qui se griment en clowns, et ça donne un film bien trash et bien gore, mais malheureusement, il y a quand même une très forte contradiction entre le maire de la petite ville, Kettle Springs, qui prétend, qui vénère les bonnes vieilles valeurs traditionnelles, le travail, la famille, bon, valeurs qui me semblent essentielles, sans trop d'hystérie, sans trop d'exagération, mais disons au moins une base. La famille, voilà, bon, c'est les valeurs auxquelles je crois personnellement. Mais il y a une contradiction dans ce film en prônant ces valeurs-là et en massacrant tout le monde, sous l'effet, en étant habillé de clown. Donc c'est un peu le clown qui se moque de tout et qui tue sa jeunesse. Donc là-dessus, je trouvais qu'il y avait une contradiction très très flagrante, c'est pas cohérent. Donc il suffit pas de mettre des gens déguisés en clown et qui massacrent. Alors il y a quelques scènes évidemment très sympas, notamment avec un culturiste et sa barre, et quelques autres. Il y a une petite boîte de jeu qui revient avec une moulinette, et puis il y a un clown qui sort. Enfin, le film est pas mauvais, les acteurs sont très bons. Il y a des séquences gore bien sympas, c'est un ultra movie, mais il faut quand même un minimum de cohérence dans le jeu de massacre. Donc là aussi, 3 sur 6. Donc j'ai beaucoup de 3 sur 6 et un 0 dans ces 5 films que j'ai vus hier. Voilà. Donc voilà pour les films du vendredi. Et donc demain, si je peux, je vous parlerai
des films d'aujourd'hui, du samedi. Merci beaucoup.